18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. 18h20 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ils sont toujours là et toujours en très grande forme. Donald Trump, alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer un nouveau porte-avions pour 2038, eh bien, Donald Trump annonce une nouvelle classe de navires de guerre. Alors, en toute humilité, il les appelle les Trump Class. Voilà. On se demandait quel nom allait donner Emmanuel Macron au nouveau porte-avions. Trump n'a pas hésité. Lui, c'est son propre nom. C'est plus simple. On écoute juste le président américain. Puis après, on va suivre les pérégrinations du président français en Arabie Saoudite. Mais d'abord, Donald Trump. J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. Nous avons décidé de bâtir de très grands cuirassés. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Nous avions des grands cuirassés, et ceux-ci sont encore plus grands. Ils seront 100 fois plus puissants. Avec nos frégates de premier rang et nos Atlantiques II, appuyés régulièrement par les Mirage 2000, des forces françaises stationnées à Djibouti. Ce sont les meilleurs au monde, les plus rapides, les plus grands. Ce chantier va directement irriguer notre économie. Voilà pour ce petit montage des propos de Donald Trump et d'Emmanuel Macron qui étaient aux Émirats Arabes Unis. Vous avez raison, Gauthier Lebret. On a l'impression qu'il y a une espèce de petite compétition entre les deux, François de Rugy. Il joue à c'est moi qui aurai le plus gros porte-avions. On peut quand même penser que et Emmanuel Macron et Donald Trump d'ailleurs avaient de toute façon l'intention de faire ces annonces-là, quelle que soit la position de l'un et de l'autre. On peut quand même remarquer, parce que souvent on critique Emmanuel Macron en disant qu'il est très égocentrique, etc. Mais enfin Donald Trump, lui, il appelle ses navires Donald Trump. C'est classe mondiale là. Voilà. Mais plus sérieusement, moi je pense que c'est une annonce très importante, la question du porte-avions français. La France a toujours eu, depuis très longtemps en tout cas, un porte-avions. À une époque, on avait même deux, mais ça fait longtemps qu'on considère qu'un seul suffit. Un porte-avions qui est reconnu comme étant de haut niveau. Évidemment, on n'a pas la puissance américaine, qui est un pays 5 ou 6 fois plus peuplé que la France et qui a une armée évidemment beaucoup plus importante. Donc c'est aussi logique que Donald Trump puisse faire des annonces beaucoup plus importantes sur la marine. Bien sûr. Éric Nolot, en tout cas, ça vous a fait rire. La désinhibition, là c'est plié. Là c'est plié, c'est Trump qui gagne. C'est curieux quand même cette différence culturelle, c'est que effectivement Emmanuel Macron ne pourrait pas parler comme Trump. Trump a inventé une manière de parler où il est complètement mégalomane, mais c'est complètement intégré dans le discours. Et il parle de manière à être vraiment compris par tous, même des gens vraiment qui n'ont aucune idée de quoi il parle. Mais en fait, c'est 100 fois plus puissant et nous sommes les meilleurs et ça va porter mon nom. C'est formidable. Oh, c'est formidable. Il y a 20 mots de vocabulaire. Non, mais c'est fascinant d'arriver à ça. Malheureusement, en France, ou heureusement, il y a un niveau de complexité et de subtilité qui nous interdit de parler comme toi. Geoffroy Lejeune, sur ces porte-avions, cette petite barque, une petite course à l'échalote entre les deux hommes, les deux présidents. Écoutez, j'espère que, malheureusement en tant que Français, on n'a pas les moyens de la course à l'échalote. C'est-à-dire que nous, on a annoncé un porte-avions pour 2038 et c'est Noël. C'est la fête, c'est génial, on l'a enfin. Je sais pas pour quand sont annoncés les navires de Donald Trump, mais je pense qu'ils vont arriver un peu plus vite. Et en règle générale, on peut pas lutter. En fait, moi, ces séquences-là, il y a ça, puis il y a aussi quand Donald Trump a raconté en meeting récemment la discussion qu'il a eue avec Emmanuel Macron sur le prix des médicaments, vous savez, les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques. Je me dis à chaque fois, c'est terrible parce que on était peut-être un petit pays, mais une grande nation, comme dit Hugh Grant dans Love Actually, mais c'est une très bonne formule. Vous avez des références cinématographiques merveilleuses, je crois. De Noël, de Noël. Nanar total, mais bon, c'est pas grave. Non, stop. Pas de débat, on n'est pas chez Pascal Praud. On n'est pas chez Pascal Praud. On ne parle pas de cinéma. Non, mais là, c'est impardonnable ce que vous venez de dire. Une émission cinéma. Au-delà de ça, il joue le rôle du Premier ministre anglais et il a cette formule face au président américain. Il dit, nous sommes un petit pays, mais une grande nation. C'est ce que pendant très longtemps la France a été, c'est-à-dire on est démographiquement moins puissant évidemment qu'eux, mais notre voix portait, comptait, etc. Aujourd'hui, moi je suis triste de voir que dans le dossier ukrainien, dans le dossier à Gaza, notre voix n'a pas compté, la France n'a pas joué de rôle ou très peu, pas assez, et qu'aujourd'hui ce type d'annonce n'impressionne plus personne. Et je fais le lien avec et je quitte le domaine cinématographique des chefs-d'œuvre pour arriver sur notamment la discussion qu'on a eue la semaine dernière ici chez vous, Laurence, avec le général de Villiers. Il explique que sa démission en 2017, c'est parce qu'il dit on ne pourra plus être ce qu'on était.
Malheureusement, je crois que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Bon, on joue en deuxième division. Christophe Couvi. Un peu. Non, enfin, faut regarder les choses en face. On joue en deuxième division, hein. Mais comme disait un ancien chef à moi, vaut mieux être grand chez les petits que petit chez les grands. Donc en fait, on est grand chez les dans la deuxième division. Actually, ça c'est pas dans Love Actually, c'est dans Police Secours 17. Non, mais on est quand même la première puissance militaire d'Europe. Il faut quand même le dire. Il n'y a que la France qui est capable de faire ça. Non, mais il faut quand même le dire parce que même, je ne sais pas si c'est Gérald de Villiers quand il a été interviewé, mais moi j'ai vu en 15 ans une période où on considérait qu'il fallait baisser les dépenses militaires. On disait, en tout cas en pourcentage du PIB, on disait c'est les dividendes de la paix, etc. Moi quand j'étais jeune au lycée, la chute du mur de Berlin, etc. Ça y est, on va pouvoir toucher les dividendes de la paix. C'était ça le discours. Et depuis maintenant une dizaine d'années, il faut le reconnaître, notamment grâce à Jean-Yves Le Drian qui s'est beaucoup investi sur le sujet, on a remonter le niveau des armées. Ça a commencé par le maintien en conditions opérationnelles, c'est une expression que les militaires aiment bien, le MCO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait des équipements qui n'étaient même plus en état de marche. Et on les a remis en état de marche avant de livrer les nouveaux équipements, et notamment dans la Marine nationale. Moi, j'ai eu la chance de m'embarquer un jour avec la Marine nationale à Brest. On a des équipements maintenant modernes, pas simplement le porte-avions. Faut pas croire que ça se limite au porte-avions et qu'il n'y aurait aucun bateau derrière. On a des bateaux qui sont de nouveau positionnés, par exemple, dans les dom-toms, alors qu'il n'y en avait plus. Il y a 10 ans, il n'y avait même plus de patrouilleurs dans les dom-toms. Donc évidemment qu'on ne va pas se comparer aux États-Unis d'Amérique. Ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'est plus du tout au même niveau que les États-Unis d'Amérique, ou que la Chine, ou que la Russie, qui sont des puissances militaires plus importantes que la France, et c'est normal. Mais en Europe, on reste une puissance militaire de référence, notamment du point de vue technologique, ce qui est le plus important. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on a cette annonce très solennelle du président Macron, et on la salue, elle est formidable, tant mieux. Bon, ça a été décidé en 2018, mais ça y est, ça se concrétise. Et peut-être une demi-heure après, on le retrouve dans une séquence en train de faire des abdos avec des militaires et Thibaut InShape. On va regarder quelques images et puis je vais les décrire après pour nos auditeurs. Mais ce paradoxe est très surprenant. Vous annoncez quelque chose de très martial, de très important, de vital pour la nation, et après vous faites, vous travaillez avec un influenceur. Et regardez juste un petit extrait. On va faire une petite série de pompes commando. Allez, on se rassemble à faire échauffement, montée de genoux, talons fesses. Allez, moral pas s'il vous plaît. J'arrive. Super. Descends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, venez. 1, 2, 3. Voilà pour le président qui fait des pompes. Le mélange des genres est assez surprenant. On n'imagine pas Donald Trump en train de faire... Et le général de Gaulle, je ne vous en parlerai pas. Je pense qu'il n'en serait pas capable. Non, mais c'est vrai que là, bon, je pense que... moi, je pense que plus généralement, l'époque dans laquelle on vit, est-ce qu'elle implique qu'on fasse ce type de communication ? Peut-être que certains conseillers en communication conseillent ça. Moi, je ne sais rien. Oui, mais il n'y a pas que lui. Je veux dire, la TikTokisation de la vie politique. Le Thibaut InShape, il a fait à une époque des vidéos YouTube pour le service national universel avec Gabriel Attal. Donc, c'est pas nouveau. Moi, ça me désole parce que moi, je considère que la forme est complètement, surdétermine le fond. Et comme vous l'avez dit, il y avait pour moi une annonce qui était importante, et il n'y avait pas besoin de faire une communication de ce type-là. Mais on a eu aussi ça un jour, je crois, sur une conférence internationale qui était quand même gravissime, à Sharm el-Sheikh, etc., avec l'impression qu'on va être plus ou moins dans les coulisses. C'est pas ça, je pense qu'on attend de la communication politique, on attend des messages clairs qui soient exprimés clairement, et il y en avait un là, en plus, sur le porte-avions. L'aspect philosophique. Monsieur Nolot, à la parole. Emmanuel Macron, c'est un disciple de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, c'est l'identité narrative. C'est-à-dire, vous êtes l'histoire que vous vous racontez. Et il se raconte sa propre histoire. C'est-à-dire, il est le héros de sa propre histoire. Alors, tantôt, il annonce la création d'un porte-avions, tantôt, il fait des pompes. Il n'y a plus personne dans la salle. C'est sa vie. Et comme il est président de la République, il peut partager sa vie avec tout le monde. On passe de Thibaut InShape à Paul Ricoeur grâce à Éric Zemmour. Oui, mais je suis là pour ça. Gauthier, vous aurez la parole, Alexandre. Vous Parce que, donc, on a un président de la République qui se met en scène, très viril, j'ai un gros porte-avions, j'ai des muscles, je fais des pompes avec Thibaut InShape. Ça, c'est l'image. La réalité, c'est que la France, si on parle de TikTok, n'est pas fichue d'expulser un influenceur TikToker algérien sous OQTF qui fait l'apologie du terrorisme et ensuite qui insulte la police française, qui a fait un petit séjour en prison, un petit séjour en CRA,
Et vous me l'amenez de loin, à nouveau. Non, vous me l'amenez de loin là. Ah non, parce que tout ça est très lié. C'est-à-dire qu'on joue au gros bras, aux muscles, on est faible, on est nul, on est ridicule. Comment voulez-vous C'est pas l'esprit de Noël chez vous, Gauthier. Ah bah l'esprit de Noël. C'est pas l'esprit de Noël. Il concerne pas tout le monde. Un TikToker algérien avec la défense nationale française. Tout ça est lié, parce que quand vous allez parler à Trump, pour être crédible, faut être crédible sur la scène nationale et faut être fort chez soi. Si on n'est pas fort chez soi, on est faible partout. Et quand on n'est pas fichu d'expulser quelqu'un qui déteste la France, qui nous insulte, qui s'en prend à nos policiers, qui fait l'apologie du terrorisme, on peut avoir le plus gros des porte-avions, on peut faire 120 pompes avec Thibaut Inchep, on reste ridicule. Voilà. Alors Alexandre Devecchio. Non mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre la forme et le fond. Donald Trump est certes vantard, mais quand il dit on va avoir tant de porte-avions, on a tendance à le croire. Nous on n'a pas de budget, sans même aller jusque tout simplement. On n'est pas capable d'expulser des influenceurs. On n'a pas de budget, donc on se demande bien comment on va financer un porte-avions. J'espère qu'on va y arriver. Il y a des critiques aussi sur le calendrier présenté par Trump. Le calendrier est étrange. Ensuite sur la communication, c'est intéressant parce que je reviens sur ce qu'a dit Nolo sur Donald Trump. C'est vrai qu'il est complètement complètement fou, ça passerait pas en France. Mais on est aux États-Unis et je pense que les États-Unis c'est la patrie cinématographique. Donc si vous voulez, c'est John Wayne, Donald Trump, c'est Stallone, c'est Terminator, ça fonctionne. En France, on a la patrie littéraire, si vous voulez. Donc on préfère un président qui cite Chateaubriand plutôt qu'un président qui fait des pompes avec Thibaut Inchep. Donc je crois qu'il n'a pas bien compris la France. Je pense qu'il peut citer Chateaubriand. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il peut, ou qu'il a des gens qui lui font des textes qui peuvent. Mais en tout cas, il devrait. C'est pas ridicule, il devrait. C'est un littéraire. Oui, il a écrit 3 livres que personne n'a lu, il paraît. Mais on peut être amateur de littérature. En tout cas, mais moi, je prétends pas citer qui que ce soit, mais je trouve que ça montre une incompréhension sur ce qu'est la France. Je pense que s'il voulait communiquer, il communiquerait en citant des grands auteurs, en étant un peu plus littéraire. Je pense que ça ne fonctionne pas en France de se mettre en scène comme ça avec ses gros muscles photoshopés et un influenceur. Jean-Christophe Couvi, policier. Je pense. Alors, déjà, il faut penser aux soldats et aux troupes qui sont quand même contents aussi de recevoir un président de la République. Je vais nuancer un petit peu. Qu'il soit avec les troupes, il n'a pas besoin il y a deux choses en fait. Il est plus fort que vous. Il y a deux choses, c'est-à-dire que quand on se rend compte effectivement que quand il y a des personnages d'État qui quand même viennent au contact des policiers, des militaires, qui dans les pénitenciers, etc. On voit qu'il y a quand même une certaine fierté à expliquer notre quotidien. De voir aussi ce qu'on partage. Ils sont à des milliers de kilomètres sans les familles. C'est un clin d'œil. Après, il partage un peu, il transpire avec eux, il va boire un verre, il va voir un peu comment ils travaillent. Je veux dire ça. Maintenant, là où on peut effectivement après avoir des critiques, c'est sur la mise en scène derrière tout ça. Mais sur le fait de partager un peu de la vie des policiers et des ça, personne n'a dit le contraire. On parle de la vidéo. Je parle de la vidéo. On l'invite aussi à partager. Dis ma vie de policier. Aller au raid, aller à la BAC, etc. Enfin, moi, je sais que les collègues qui travaillent avec nous disent c'est quelqu'un qui s'entretient, qui est quand même sportif. Voilà, ça là-dessus. Oui, ceux qui le protègent. Oui, ceux qui le protègent. Non, il y a des très bons rapports. Mais maintenant, voilà, c'est aussi le rôle d'un président de la République de partager un petit peu le moment, le temps et de se mettre à hauteur d'homme, à hauteur de militaire. Je trouve que c'est ça là-dessus. On peut pas trop critiquer. Qu'il le fait moins pour les militaires que pour lui quand même. C'est ça qui est dérangeant. Ça après c'est un autre prisme effectivement. Je suis pas sûr qu'il a un excellent rapport avec l'ensemble des policiers depuis qu'il a lâché un policier à Marseille en disant quand vous avez une autorité inexcusable et inexplicable. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez une autorité qui se déplace quand même, qui vient, c'est quand même aussi un signe fort dans des commissariats, etc. Il y a quand même le respect parce que nous on a le respect quand même de la République entre guillemets, des codes et des personnes. Voilà, on sait faire la part des choses et là-dessus on est capable de lui dire les choses et de dire les choses. On l'a fait déjà dans son bureau via les syndicats. On a expliqué des choses et tout. Mais maintenant, quand on reçoit une autorité, on a ce respect parce que c'est aussi notre engagement vis-à-vis de la République. Je ferai un tout petit mot parce qu'on a Adrien Frontenot qui nous attend pour le rappel des titres. Je suis d'accord avec Eric. Moi, ce qui me frappe, je suis très ému par les militaires en général, l'armée, sa tenue, les valeurs qu'elle dégage, etc. Et là, en l'occurrence, je suis heureux pour eux qu'ils accueillent le président de la République. Et c'est vrai que cette séquence de communication vient quelque part un peu gâcher un moment. Ce sont des gens qui prennent des risques évidemment quand ils sont en OPEX, qui sont loin de leur famille pour Noël. Et je me dis oui, est-ce que c'était et pourtant j'aime beaucoup Thibaut Inchep. C'est quelqu'un de très bien qui véhicule de belles choses. Mais là il y a une forme de mélange des genres dans le contexte qui était un peu malaisant.